Bonjour tout le monde et bienvenue à la thérapie d'oxygène et les soins critiques basés sur les CAS. C'est la saison numéro 8, c'est-à-dire la canule nasale à haut débit et la ventilation positive euh, non invasive à pression positive. Nous avons Dr Anna Crawford de Stanford University US, Dr Freddy Ariza-Cadena de l'Université Del Valle à Colombie, Dr Jean-Claude Ouimana de Kibogora District Hospital au Rwanda, Dr Judah Wankoff de Minnesota aux USA et Dr Rediet Chimeles de l'hôpital de Gandhi en Éthiopie et Dr Shelley Porter de l'Université Stanford. Donc, avant de commencer, nous avons donc des questions techniques à couvrir. Tout d'abord, notre programme est basé sur la Fondation de l'amour et du respect. Soyez respectueux et gentils, même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres. C'est la responsabilité de tout le monde d'avoir un espace sûr de webinaire. On va utiliser la fonction du chat pour les questions. Vous devez si vous voulez poser une question, utilisez la boîte de chat et présentez-vous. Également, on vous encourage à ouvrir votre caméra et afin qu'on puisse bien votre visage, essayez de bien positionner votre caméra. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un chat à EchoHit. Donc, ceci est tout enregistré et votre présence veut dire que vous consentez à être enregistré et essayez de limiter donc les gens qui se rassemblent autour d'un seul micro, s'il vous plaît, au niveau de la sécurité. Et aussi, nous avons l'interprétation qui est disponible. Nous avons en français et en espagnol. Si vous le voulez, vous devez avoir la dernière version de Zoom et essayer de mettre muté en anglais ou alors mettez les deux, l'anglais, mais vous pouvez aussi ouvrir soit le français, soit l'espagnol, selon la langue désirée. Donc, ceci dit, Dr Anna Crawford va commencer. Merci Lana. Bonjour à tous et bienvenue à la partie 8. La session donc va discuter de la thérapie à haut débit, HFT, et la ventilation non invasive à pression positive, la VNI. Donc, nous allons utiliser le centre des ressources que nous connaissons bien pour avoir le contenu de la discussion. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, voici l'anesthésie mondiale et le centre de ressources de soins critiques. Tout le monde peut avoir un compte gratuit. Vous devez donc vous connecter, vous inscrire. Vous avez le cours de Covid, le tour sur les soins critiques. Aujourd'hui, nous allons donc regarder certaines de ces thématiques. On va voir la série de l'oxygène. Le lien à ce site Internet est dans la boîte de chat. Ça va marcher pour votre ordinateur et pour votre téléphone. Alors, nous allons à la section 2 qui s'appelle Oxygène et soins critiques et la série basée sur les cas. Et puis, on va aller à la partie 8. Vous voyez toutes les parties antérieures qui sont énumérées. Il y a des vidéos, par exemple, en anglais, en espagnol, en français. Et aujourd'hui, on parle de la canule nasale à haut débit et de la ventilation non invasive, VNI. Vous devez vous connecter. Le compte est gratuit, bien sûr. Et puis, vous voyez sur la gauche, vous avez le menu. Je vais le fermer. Comme ça, on voit bien l'écran en entier. Voilà. Alors, tout ce que je veux d'abord dire, c'est qu'il y a un petit trombone, là, vous voyez, sur la droite. Si vous cliquez sur ce trombone, vous pouvez obtenir donc les PowerPoint en diapo, tout à fait disponibles pour vous et téléchargeables. Alors aujourd'hui, on va discuter du cas de Monsieur G, j'ai 39 ans et qui a de la tachypnée et l'hypoxémie. Et on va discuter donc de la HFT et aussi la VNI
ensuite, il y aura une session seulement pour les pédiatres. Mais on va parler uniquement aujourd'hui des adultes, des patients adultes. Donc, je veux que vous soyez vraiment conscients donc de la clause de non-responsabilité et la discussion. Alors, on est là pour promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences pour les prestataires de la santé. Ce n'est pas vraiment un substitut pour un jugement clinique ou une décision indépendante de professionnels de la santé qualifiés. L'administrateur de LRC essaie vraiment de donner des informations mises à jour. Mais il faut dire que les informations changent assez vite. Donc, les professionnels de la santé sont responsables d'adapter les informations pour voir la disponibilité des ressources selon leur propre institution. Et pour les apprenants, nous croyons que l'éducation doit être gratuite et sans conflit d'intérêts. Donc, le GACC-LRC, il essaye de donner donc, des ressources basées sur des preuves et pour que les apprenants donc, puissent avoir accès à ceci, nous voulons qu'il n'y ait pas de publicité aussi. Nous avons donc des normes éthiques aussi et nous voulons approcher tous les apprenants avec compassion. Et Assist International, c'est une organisation non lucrative. Donc, on aimerait bien utiliser ce qu'on appelle les buts de changement de pratique plutôt que seulement les objectifs d'apprentissage. Parce que la plupart des apprenants, ils peuvent apprendre de différentes manières, mais c'est pour pouvoir changer les pratiques. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons un focus là-dessus. Et aujourd'hui, donc, nous allons regarder deux sections, comme nous avons dit, c'est-à-dire la thérapie à haut débit, HFT, et aussi la ventilation non invasive, VNI. Alors, pour la HFT, on veut comprendre la limite supérieure de différents appareils à bas débit et à haut débit. Et on veut faire la différence, comprendre, c'est quand on doit progresser vers une thérapie à haut débit, on veut aussi comprendre quels sont les avantages de la HFT et aussi on veut essayer de savoir comment on doit augmenter les doses ou diminuer les doses de la HFT. Ensuite, on va passer à la ventilation VNI. On va énumérer les indications. On va voir aussi quels sont les avantages de la VNI et aussi peut-être les complications possibles. Et on va faire ceci avec un cas. On va discuter le cas de Monsieur G, qui, on a dit, il a 39 ans et depuis 5 jours, il a un essoufflement donc, qui est en train de s'empirer, la toux sèche et c'est encore plus difficile quand il essaye donc de marcher. Il a remarqué que ses doigts de pied sont bleus quand la respiration s'empire. Alors, ses antécédents, il a une obésité donc de 35, il a le diabète type 2 et il prend des hypoglycémiants. Et aussi, quels sont ses antécédents chirurgiques? Il a eu l'appendicite à l'âge de 20 ans, on lui a enlevé l'appendicite, pas d'allergie, il est peintre en bâtiment, il est divorcé, il a un fils de 10 ans, il n'est pas fumeur, il boit un peu de bière le week-end. Donc, on va commencer à parler de la thérapie à haut débit HFT. Je rappelle à tout le monde que la HFT génère donc des aérosols viraux. Il faut absolument donc des équipements de protection contre le contact, les gouttelettes et aussi tout ce qui est transmis par air. Sinon, il peut y avoir donc des infections qui peuvent se propager. Alors, les thérapies oxygène qui utilisent le haut flot et des pressions peuvent aussi générer des infections. Et donc, les canules nasales, c'est un aérosol qui génère une intervention. Il faut avoir toujours les équipements de protection et les masques tout le temps contre les risques d'infection. Alors, les objectifs de changement de pratique. On veut comprendre donc la limite supérieure des appareils à bas débit, différence entre la thérapie à haut débit et bas débit, et savoir comment on doit progresser vers la HFT. Donc, notre première question de sondage, je vais demander à ma collègue de m'aider et je vous pose à vous, le public, cette question. Et après, on va avoir une petite discussion. Bonjour tout le monde, voici la première question.
Alors, quel est l'appareil d'oxygène à bas débit qui donne le plus de FiO2? Est-ce que c'est A, la canule nasale, B, un simple masque facial, C, un cathéter nasal, D, un masque avec un sac de réservoir ou E, un masque Venturi? Vous pouvez mettre votre réponse ou bien dans le chat, ou bien vous pouvez cliquer par rapport au lien du sondage. Je vois qu'aujourd'hui, déjà quelques réponses. On va vous donner encore une minute pour répondre sans problème. D'accord, je pense qu'une minute est déjà passée. Alors, regardons. On dirait que la plupart des gens disent dès le masque avec le sac à réservoir. Ah, je crois que votre micro est fermé. 62%, oui, on dit le masque avec le sac à réservoir. Oui, je suis d'accord, mais on peut avoir une discussion aussi. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, je veux juste vous rappeler que dans les ressources d'apprentissage, notre centre, si vous voyez une question comme telle que celle-ci, vous pouvez cliquer sur cette question, surtout si ça dit clic, comme il est dit ici, et ça va vous amener à une ressource ou bien une ressource, un article, un tableau, une vidéo que vous pouvez utiliser pour la réponse. Celui-ci vous amène sur notre, on voit notre type d'appareil, comme vous voyez ici, cathéter nasopharyngé. Donc, on peut utiliser avec les tongs nasales. Oui, les tongs nasales. Vous voyez à partir de l'image, on les appelle des canules aussi. Alors, le type de patients peuvent être ou bien des adultes ou bien des enfants. Et le flux d'oxygène est délivré par les tongs et entre 0,5 à 5 litres par minute. Vous pouvez aller jusqu'à 5 litres par minute. Par rapport à la fraction de l'oxygène inspiré, c'est entre 28% et 40%. Je pense que déjà, vous avez déjà ceci vous-même. Le deuxième, que vous voyez, le cathéter nasopharyngeal inséré par les narines, on l'utilise souvent pour les nourrissons et les enfants. Alors, vous avez entre 0,5 à 2 litres par minute d'oxygène au niveau du débit et la fraction d'oxygène inspiré est entre 45% et 60%. Ensuite, vous avez le masque facial. Alors, normalement, on l'utilise pour les adultes, mais aussi pour les enfants, oui. Le gène par minute est entre 6 à 10 litres et la fraction d'oxygène inspiré est entre 40% et 60%. Ça, c'est avec un masque simple facial. Maintenant, le masque avec le sac à réservoir, on l'utilise à la fois pour les adultes et les enfants. Le flux d'oxygène par minute est de entre 10 et 15 litres et la fraction d'oxygène inspiré est entre 60% et 95%. Vous voyez que ça s'est beaucoup augmenté par rapport aux autres appareils. Donc, le dernier, c'est le masque Venturi. Donc,
utilisable à la fois pour les adultes et les enfants. Oh, pardon, j'ai perdu l'image. Voilà. Alors, il y a des codes, il y a des couleurs par code, vous voyez, bleu, rose, selon la couleur et le degré aussi de FiO2. Donc, c'est selon. Vous pouvez choisir le degré de fraction et d'oxygène selon le patient. Et ça peut donner entre 24% et 60% de la fraction. Et au niveau de l'oxygène, entre 4 et 15 litres par minute. Voici donc ce que c'est. C'était le masque Venturi. Magnifique. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, la réponse à la question, c'est D, en fait, et la plupart des gens ont bien répondu. D'accord. Alors, en fait, oui, c'est le mieux par rapport à la délivrance de la fraction. 85%, effectivement, c'est un niveau bien élevé et on essaye de comprendre quelle est la limite supérieure au niveau des appareils. Oui, effectivement, la réponse, c'est le masque avec le sac de réservoir. Pardon, je voudrais dire quelque chose. Le masque avec le sac de réservoir doit être utilisé avec 10 litres par minute. Quand le patient s'améliore, il faut changer l'appareil si vous voulez avoir une progression vers l'oxygène. Si les exigences d'oxygène sont meilleures, il faut utiliser un différent masque. Vous ne pouvez pas diminuer le flot sur ce masque de sac de réservoir. Oui, Shelley, c'est très bien ce que vous avez dit. Il faut être 10 à 15 litres par minute pour le sac avec réservoir. Si le patient s'améliore, vous devez utiliser un autre donc appareil. C'est très important d'essayer de donc euh, changer les doses. Alors, Monsieur G, maintenant, il a des signes vitaux de 38 degrés de fièvre, taux cardiaque de 99, la tension, elle est de 107 sur 88, son taux respiratoire est de 28. Le SPO2 montre 90% sur un masque facial avec le sac de réservoir à 15 litres par minute. Comme on a dit, c'est bien approprié pour cet appareil et donc ça va donner 95% puisque le débit est haut. D'accord. Maintenant, la prochaine section, on va demander à notre collègue docteur Freddy de nous aider. Et c'est sur la défaillance respiratoire chez un adulte. Bonjour, bonjour à moi. Il faut considérer donc les défaillances, les détresses respiratoires. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Donc, on va voir une petite vidéo d'une personne qui a une détresse respiratoire. Si les gens ne sont pas habitués à ce type de patient, donc il faut voir les différences selon les patients. Parfait, merci, docteur Freddy. Comme vous voyez, alors il y a un problème très significatif de respiration à- au niveau abdominal. Le taux de respiratoire n'est pas très élevé. Et il va presque s'effondrer. C'est un très bon exemple d'une défaillance respiratoire. Ce patient vraiment a des gros problèmes. Magnifique. Docteur Freddy, c'est un peu difficile de vous entendre lorsqu'on a la vidéo. Ah, je crois qu'il y a des choses qui sont écrites dans le chat box. Qu'est-ce qui est écrit comme réponse? Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, ça va. Ok.
Alors, c'est un patient typique avec un problème de respiration, avec un déstress respiratoire. Donc, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de patient, eh bien, il y a différents problèmes. Alors, le taux respiratoire, ça veut dire que peut-être la personne a des problèmes pour respirer ou n'a pas suffisamment d'oxygène. La couleur de la peau va changer et aussi au niveau du nez, il va vraiment enfler. Donc, désolé, l'interprète entend très mal le son. Donc, il faut essayer d'apporter plus d'air dans les poumons. Ça, c'est un dépistage spécial. Euh, Aussi la position du corps et puis un murmure qu'on peut entendre par les passages aériens, les voies aériennes. Ça, c'est un signe d'avertissement que la personne va bientôt s'effondrer. Ouais. Merci, Freddy. Donc, à nouveau, vous pouvez cliquer sur cette question pour avoir plus de réponses à la question. Et dans la boîte de discussion, je vois qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup d'excellentes réponses avec la, la tachypnée, la récession intercostale et subcostale. Euh, la personne ne peut pas finir ses phrases, l'hypoxie, la synchronie thorax abdominale et aussi, ce sont des très bonnes réponses que nous voyons ici. Ça, ce sont les signes et les symptômes de la détresse respiratoire chez un adulte. Prochaine question que j'aimerais vous poser par Shelley, en fait, qui est experte respiratoire. Elle est spécialisée dans les soins respiratoires chez les patients. Et dans certains pays, nous n'avons pas de thérapeute respiratoire. Des fois, on a des kinésithérapeutes qui font le même style de traitement. Alors, peut-être on peut penser que la HFT ou la canule, c'est juste utiliser la canule avec un débit plus haut. J'aimerais bien que vous nous disiez un peu plus là-dessus par rapport à la canule nasale de haut débit. D'accord. Alors, vrai ou faux? La canule nasale à haut débit est donc de l'oxygène qui est donné par une canule nasale normale avec 6 litres par minute. Ben, c'est faux, parce que la canule nasale, elle est faite spécialement pour donner de l'oxygène à un débit beaucoup plus élevé de 6 litres. Vous ne pouvez pas utiliser donc ceci sinon. Alors, regardez l'image, ça vous montre les tubes de la canule nasale et vous voyez aussi ce qu'on appelle donc un humidificateur actif. Donc, ceci doit donner un FiO2 bien précis et aussi de la chaleur et de l'humidification et un taux de flux aussi. Donc, quand vous réfléchissez à ceci, les flux, normalement, sont entre 20 et 30 litres par minute, le débit inspiratoire. Donc, nous inspirons à environ 20-30 litres par minute. Et à un haut débit, alors ce haut débit, il va vous donner, donc il doit aller au plus haut que le 20-30 litres par minute. Donc, et si vous avez 6 litres par minute, ça ne va pas aller. D'accord, merci. Donc, la canule nasale peut être utilisée d'une manière très spéciale. On a trouvé cette vidéo en ligne qui explique bien en fait la thérapie à haut débit HFT. Donc, je vais vous donner la vidéo, mais pour les interprètes, pas trop rapide pour que les interprètes puissent suivre. Voilà,
je vais aller un peu plus lentement. C'est une vidéo excellente de 6 minutes qui explique très, très bien donc la HFT. Alors, la HFT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand l'oxygène est donné au patient lorsqu'il faut un haut débit, c'est-à-dire qu'il soit plus que le débit inspiratoire normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous savez, quand on est reposé, un adulte peut inspirer à 20 à 30 litres par minute, c'est-à-dire si quelqu'un donc est près de vous avec donc cette vitesse, un appareil de vitesse pour mesurer la vitesse, eh bien, il pourrait dire que la vitesse à laquelle vous inspirez, c'est à 20-30 litres par minute. Et la HFT, elle doit être capable de correspondre à ce débit inspiratoire normal et même être plus haut que ceci. Et si l'appareil d'oxygène, il donne moins que le débit inspiratoire, eh bien, c'est pour ça que ça s'appelle le débit bas. Donc, puisque l'adulte au repos inspire à 20-30 litres par minute, eh bien, un appareil à haut débit devrait au moins donner ceci 20-30 litres par minute, afin que ça soit, pour que ça soit confortable pour le patient, il faut chauffer l'oxygène et l'humidifier pour le confort du patient. C'est très important. Et effectivement, souvent, on l'appelle la HHFOT ou alors on l'appelle aussi la canule nasale à haut débit chauffée et humidifiée, HHFNC, on l'appelle ou la HFNC ou la HFOT ou la HFT ou d'autres sigles encore. Alors, plus récemment, eh bien, Vapotherm l'appelle la HVNI ou en français, la ventilation non invasive sans masque, la VNI. VNI. Donc, sur le site web FDA, c'est écrit HFHODD. Donc, comme tous les autres appareils, il donne un haut débit d'oxygène et c'est chauffé et c'est humidifié pour le confort et la tolérance du patient. Et certains appareils comme Vapotherm Précision Flow à flux précis va jusqu'à 40 litres par minute. D'autres, à la FNP-NO2, va jusqu'à 60 litres par minute. Et d'autres ont un débit encore plus élevé car en fait, on essaye d'arriver au niveau inspiratoire normal du patient. Et bien sûr, lorsque le patient se trouve en détresse, il peut avoir besoin de pratiquement presque 100 litres par minute. Donc, est-ce que la thérapie d'oxygène au débit devrait remplacer la VNI, par exemple, la ventilation non invasive? Non, absolument pas. Cette thérapie, en fait, est un haut débit d'oxygène. Mais parfois, les patients ont des problèmes avec le CO2 ou la ventilation, et pas seulement des problèmes avec le CO2 ou la ventilation. La VNI est efficace pour les deux, pour l'oxygénation et la ventilation. Parfois, donc, on peut utiliser ensemble la HFT et la VNI d'une manière complémentaire. Par exemple, certains patients ont besoin de HFT au débit, mais ont besoin de plus de soutien. Et parfois, les cliniciens, ils passent à la VIN pour éviter l'intubation et la ventilation invasive. Et si le patient reçoit la VNI et peut tolérer de courtes pauses, parfois, les cliniciens passent à la HFT à haut débit pour donner du répit aux patients concernant la VNI, c'est-à-dire le patient pourra manger, parler à sa famille, prendre un médicament oral, vous comprenez. Et dans une étude Vapotherm, il y avait en fait 104 patients qui sont arrivés aux urgences avec une détresse respiratoire et au début, ils ont été placés sous HFT. Et sur ces 104, 27, hélas, ont eu une défaillance. Et parmi ces 27, 4 ont reçu immédiatement une intubation. Mais les autres 23 sont passés
de la HFT à haut débit à la ventilation VNI. Et sur ces 23 patients avec qui la HFT ne marchait pas, eh bien, qui sont passés à la VNI, 20 sur 23 se sont améliorés et n'ont pas eu besoin de recourir à l'intubation. Et en fait, dans une autre étude, les patients à haut risque de défaillance post-extubation ont été placés dans l'une des deux catégories. Première catégorie, la HFT seule, et l'autre groupe a permis donc la HFT et la VNI. Et donc, les patients de ce dernier groupe ont eu un taux beaucoup plus bas de réintubation par rapport au groupe qui était sous HFT seulement. Mais ne soyez pas confus, la HFT n'est pas bien sûr la VNS sans masque, mais c'est un bon outil pour traiter les patients qui sont en détresse. Effectivement. Donc, pour résumer la HFT pourvoit une inspiration égale ou supérieure à l'inspiration normale du patient. Il faut chauffer et humidifier l'oxygène pour la tolérance du patient. Et selon le taux du débit et le joint autour du nez de la bouche, l'oxygène de haut débit peut créer un effet. Mais on ne sait pas combien exactement. Il faut voir aussi le CO2 aussi qui peut se trouver dans cet espace mort, mais on ne sait pas exactement combien. Donc, ça, c'était une petite introduction sur la HFT. OK, c'était une superbe introduction sur la thérapie à haut débit. Et maintenant, nous avons une mise à jour. Alors, Monsieur G, bien qu'il ait eu le masque avec le sac à réservoir, il a toujours un taux rapide d'inspiration, la tachypnée de respiration. Son taux de respirateur est maintenant de 36 battements par minute. Son SPO2 est descendu à 88%. La personne à son chevet décide de le mettre sur de la thérapie à haut débit. D'accord. Ça nous amène donc à un changement de pratique. Alors, je demande à ma collègue de parler maintenant. Les avantages de la HFT. Benefits of high flow. Quels sont les avantages du haut débit? D'accord. Quelqu'un dit qu'il faut éviter les risques de la ventilation mécanique. C'est plus confortable que la VNI, certains disent. Ça évite l'intubation, effectivement, la HFT. Oui. Je vous donne encore 10 secondes de plus. Oui, ça peut donner du CPAP et aussi du PEP. C'est l'effet PEP ou PIP. Quelqu'un dit ça peut vraiment aider au niveau de l'espace mort. Oui, c'est bien. Alors, effectivement, les avantages viennent du fait que on ne peut plus donc changer le taux de début. Une fois que vous avez maximisé le taux d'oxygène, pour les autres appareils, on ne peut plus le faire. Mais avec la HFT, vous pouvez on peut compenser. Donc, vous pouvez utiliser le chauffage et l'humidification pour la canule parce que quand c'est sec, c'est très inconfortable pour le patient. Des fois, il y a des saignements de nez, etc. Mais si vous humidifiez l'air, alors ça fait que
c'est bien, on peut augmenter le haut débit et ça peut vraiment soutenir le patient. Le haut débit, ça donne un petit montant de CPAP et de PEP et ça peut bien nettoyer aussi les voies respiratoires, mais on ne connaît pas trop l'effet de ça, comme a dit la vidéo. Donc, c'est peut-être petit à modéré, je dois dire, bas à modéré. C'est plus confortable pour le patient parce que l'oxygène est chauffé et humidifié. C'est beaucoup plus agréable pour le patient. L'avantage donc d'éviter la ventilation mécanique, effectivement, oui, c'est très bien. Ça a été démontré dans toutes les études avec la HFT. On évite donc le risque d'intubation, mais ça n'a pas vraiment joué pour les résultats de mortalité. Alors, c'est toujours une question, vous voyez. Est-ce que ça n'a pas amélioré la mortalité? Mais en tout cas, ceux qui l'utilisent croient vraiment beaucoup plus en la HFT que la ventilation mécanique. On va peut-être parler des complications maintenant. Oui, merci. Alors, si vous avez des commentaires, toujours c'est les avantages, vous pouvez les écrire. Et parlons un petit peu des complications. Alors, quelqu'un a parlé de barotrauma pour la ventilation mécanique. Effectivement, c'est vrai, le barotraumatisme. D'autres complications du haut débit. Santiago nous parle de la distension gastrique et aussi des lésions à cause du séchage du côté. Ah oui, alors l'intubation retardée, le bruit, les saignements du nez, la toxicité de l'oxygène, oh, aveuglement, très bonne réponse, je dois dire. Je donne encore 10 secondes. Alors, hyporoxie, complexité, toxicité, aérosolisation de particules virales, effectivement. Absorption de la télectase à cause de l'azote. Ok, effectivement, oui, sécheresse des muqueuses. Donc, il y a un petit risque de barotraumatisme, effectivement, mais c'est assez petit par rapport à tous les autres risques qu'on peut trouver avec la ventilation mécanique. Aussi, le haut débit, ça peut aller vers les yeux, comme quelqu'un dit, aveuglement. Oui, alors au niveau, ça peut affecter les yeux. Ça sèche les yeux et après, il faut opérer les yeux. Effectivement, c'est aérosolisation et donc ça augmente les risques des infections par air comme Covid. Oui, problèmes abdominaux pour ceux qui n'arrivent pas, par exemple, à rôter ou contrôler leur voie aérienne. Aussi, il peut y avoir des vomissements. Donc, il faudrait bien essayer de contrôler les voies respiratoires pour essayer d'éviter ces complications. Quelqu'un d'autre a dit ça peut retarder l'intubation. Il y a beaucoup de gens qui en parlent justement pour le haut débit. Et effectivement, on ne peut pas reconnaître quelqu'un qui peut s'empirer ou peut-être qui est tellement malade qu'il faut le faire progresser par d'autres soutiens comme l'intubation. Donc, il faut avoir un plus haut sens de conscience sur ces patients pour détecter quand ils vont avoir une défaillance, par exemple, pour leur donner donc un niveau plus élevé de soins. D'accord. Merci beaucoup, docteur Julia. Je voulais montrer une ressource très intéressante, vous le public, qui est bien à jour. Si vous cliquez sur ces deux questions dans le centre de ressources, ça va vous diriger vers ceci. Et en fait, il faut être inscrit, mais pendant la COVID-19, ils ont permis de certaines ressources de ARDS pour qu'elles soient gratuites.
Vous pouvez vous qualifier aussi pour une inscription gratuite ou avec Ristourne si vous venez d'un pays à revenu bas. Vous pouvez essayer de cliquer si vous voulez avoir ceci. Moi, j'ai une expérience par rapport à la HFT. Ça, c'est une photo d'un patient qui avait ARDS de COVID-19. Donc, vous voyez ici un emphysème sous-cutané avec un pneumothorax du lobe supérieur droit. Et c'est ce qu'on peut voir souvent sur le rayon X. Mais comme cette personne avait l'emphysème, eh bien, vous voyez ici sur le thorax, cette personne a eu seulement reçu de la HFT. Donc, vous voyez donc un peu de barotraumatisme sur ce patient, surtout quand ils sont rentrés dans le stade fibrostège. Et ce patient avait juste, vous savez, de l'air comme sous une cloche et dans l'espace périorbital des yeux aussi. Donc, on a une autre question et je vais demander à mon collègue Jean-Claude de m'aider. Jean-Claude, êtes-vous avec nous? Il est en train de se connecter. Bravo. Votre micro est fermé. Jean-Claude? On peut le voir. S'il ouvre son micro, il pourra nous aider avec la prochaine question. Je crois que ça va, Jean-Claude. Oui, bonjour. Pardon, j'avais un problème de connexion. J'attends de voir les réponses des participants d'abord. Sur cette question, pardon, je vais la lire en français. Quels sont les trois paramètres qui doivent être réglés sur la thérapie à haut débit pour la personne qui est au chevet qui s'occupe de la personne? Donc, quels sont les trois paramètres qui doivent être réglés sur l'appareil de thérapie à haut débit par la personne de soin qui est au chevet du patient? Alors, attendez, il y a pas mal de bonnes réponses qui arrivent, je crois. Alors, je vois taux de débit, le débit, le taux de débit, le taux de débit. Quoi d'autre, hein? Saturation, oui, oui, d'oxygène, taux de flux, FiO2 et température. Qu'en pensez-vous? Oui, de bonnes réponses. Très bien. Donc, comme vous voyez, nous devons, pour la HFT, il faut régler le débit, la température et le FiO2. D'accord? Est-ce que vous voulez lancer la prochaine vidéo, Jean-Claude? D'accord, magnifique. Alors, je vais faire la même chose qu'avant.
Je peux mettre les sous-titres, comme ça sera plus facile pour les traducteurs. Alors, l'application clinique de HFT. Donc, on a déjà dit HFT. Maintenant, on va vraiment regarder les applications cliniques de HFT. On a déjà dit HFT n'est pas un remplacement pour la VNI parce que la HFT ne peut pas apporter le même niveau de soutien ventilatoire que la VNI. Par exemple, la HFT n'a pas de réglage de pression inspiratoire, pas de réglage PIP ou CPAP, pas de réglage de taux respiratoire de réserve, pas de réglage du temps inspiratoire, pas d'alarme de ventilation du patient et ne peut pas mesurer le volume courant, c'est-à-dire le AE ratio, pas de boucle, pas de forme d'onde, mais la VNI peut offrir. Au contraire, ceci. Les deux seules commandes sur HFT, c'est FiO2 et le débit. FiO2, c'est typiquement ajusté pour maintenir l'oxygénation appropriée. Le FiO2 peut être réglé entre 21 et 100%. Normalement, les patients en détresse au début ont besoin d'un haut débit de FiO2 pour maintenir une saturation appropriée. Ensuite, le réglage du débit qui doit correspondre ou être supérieur à la demande de débit inspiratoire du patient. C'est difficile à évaluer. Avant, on a vu que le débit inspiratoire d'un adulte au repos est de 20 à 30 litres par minute. Mais pour les patients en détresse, ce débit sera supérieur. Donc, les cliniciens dosent le débit selon les taux respiratoires du patient. Plus il respire vite, plus il a besoin de débit d'oxygène. OK. On va arrêter la vidéo ici parce que, en fait, c'est très intéressant comme point. En fait, le taux de débit sur la HFT, l'appareil HFT, peut être réglé jusqu'à 40 litres par minute pour certains appareils et pour 60 litres par minute pour d'autres appareils. Et donc, pour le débit inspiratoire au repos, on est à 20-30 litres par minute, mais quand on est en détresse, c'est beaucoup plus élevé. Donc, en tant que professionnel de la santé, quand vous réglez donc votre débit sur votre HFT, vous devez donc évaluer le débit respiratoire de votre patient. Et donc, on utilise donc ce taux respiratoire comme surrogate. Pour un patient qui a un taux respiratoire assez élevé, il a besoin donc d'une thérapie au débit encore plus élevé. Voilà. Donc, si vous utilisez l'appareil Vapotherm, le débit est 40 litres par minute. D'autres appareils sont à 60 litres et d'autres encore plus hauts. Donc, ces deux réglages, le FiO2 et le débit, sont les deux réglages disponibles pour traiter le patient en détresse respiratoire. Si le taux respiratoire ou le CO2 sur la gazométrie du sang artériel ne peuvent être corrigés ou stabilisés malgré un réglage de débit assez haut, il faudra peut-être passer à la VNI ou l'intubation ou selon la gravité de l'hypercapnie. De même, si le SpO2 ou le PaO2 ne peut pas être corrigé ou stabilisé malgré un haut réglage de FiO2, soyez prêts à passer à la VNI ou même l'intubation selon la gravité de la défaillance respiratoire et le diagnostic du patient. D'accord. À nouveau, c'est très important. Julia, vous voulez peut-être souligner les différences pour l'hypoxémie par rapport à l'hypercapnie? Julia, vous voulez dire la manière dont ils sont traités différemment? Oui. Est-ce que la HFT est appropriée pour l'hypercapnie? D'accord. Oui, on va parler de la définition de différentes formes de soutien respiratoire qui ne sont pas invasifs. Donc, le haut débit, c'est vraiment pour l'hypoxémie et l'échec respiratoire, pour les hauts débits d'oxygénation. Donc, comme on a dit, il y a peut-être ce problème de espace mort, difficile à éliminer le carbone
Mais ce n'est pas donc la thérapie la plus ciblée. Donc, pour l'hypercapnie, pour la ventilatoire, il faut avoir un autre appareil. D'accord. Donc, vous avez rétention de CO2 où l'oxygénation ne s'améliore pas avec la HFT. Vous devez considérer un autre appareil. Alors, surtout, ne pas retarder la progression du traitement si le patient ne s'améliore pas avec la HFT. Donc, rappelez-vous, il n'y a pas d'alarme pour le patient et pas de surveillance des données sur les appareils HFT. La surveillance régulière sur le patient est absolument critique. Il y a une autre commande sur la HFT, c'est le réglage de la température. Pour s'assurer que le haut débit d'oxygène est supportable, il faut chauffer et humidifier l'oxygène. Le réglage est discutable. Et actuellement, il n'existe pas de norme de température. Certains disent qu'il faut commencer à 37 degrés Celsius, d'autres disent plus bas. La clé, c'est d'ajuster les réglages selon le confort et la tolérance du patient. Quels sont les patients qui doivent être placés sous HFT? Ce n'est pas toujours très clair, mais on tend à avoir de bons résultats avec les patients qui souffrent de défaillance respiratoire hypoxémique de novo, c'est-à-dire une hypoxémie significative, mais en l'absence de maladies chroniques pulmonaires comme la MPOC. Également, on n'inclut pas l'échec respiratoire se produisant dans la période post-opératoire ou post-extubation. Rappelez-vous, la HFT offre un haut FiO2 à un débit élevé. Donc, on anticipe que ceci sera bénéfique pour les patients hypoxémiques. Mais si un patient présente un échec respiratoire hypercapnique qui démontre un CO2 élevé et un CO2 un pH correspondant anormalement bas, alors les cliniciens voudront peut-être utiliser une autre intervention telle que la VNI. Et vous, comment avez-vous utilisé la HFT? Magnifique. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors, la prochaine question, c'est énumérer les indications pour une thérapie à haut débit. Effectivement, on a ici un chiffre qui révise certains articles sur quand alors la canule nasale à haut débit est recommandée, oui ou non. Et la forte recommandation, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est pour donc l'échec respiratoire hypoxémique. Ce n'est pas recommandé pour les hypercapniques. Vous savez, quand vous avez par exemple, ça ne va pas aider avec la ventilation ou alors les limitations de carbone. Il y a d'autres recommandations quand ça suit l'extubation ou en post-opératoire. Ceux qui sont obèses, c'est conditionnel comme recommandation, je dois dire. Il n'y a pas assez de preuves pour faire une recommandation pour la période péri-intubation, pour la HFT, pour la pré-oxygénation. Donc, c'est bien recommandé avec les patients hypoxémiques, ça c'est sûr. D'accord. Alors, si vous voulez apprendre plus sur la HFT, en plus des vidéos qu'on vous a montrées dans le centre de ressources, nous avons 4 autres ressources que vous pouvez lire. Par exemple, à jour, vous voyez, c'est un résumé des recommandations par rapport à la canule nasale. Cureus a aussi écrit sur les mécanismes d'action pour les adultes et les enfants, et ça date de 2018. La Société thoracique américaine a des évaluations basées sur des preuves de 2017 sur les canules nasales. Et pour finir, le journal des soins critiques internationaux et de la médecine d'urgence. Qu'est-ce qu'on doit
se rappeler et c'est très intéressant ce qu'ils disent. Donc, vous pouvez lire ceci tout seul. Je vais demander à Shelley de nous aider avec cette prochaine question de sondage. Donc, quelles sont les choses qui sont incorrectes par rapport aux paramètres donc, qui sont réglés par les prestataires de services lorsque ils délivrent une HFT. Numéro 1, alors ce qui est incorrect, il faut dire. Les travailleurs de la santé peuvent utiliser un taux respiratoire pour estimer le débit initial réglé nécessaire sur l'appareil HFT. Numéro 2, les travailleurs de la santé peuvent mesurer directement le débit auquel un patient est en train de respirer et qui correspond à leur flux inspiratoire sur l'appareil HFT. 3, le débit inspiratoire moyen d'un adulte est environ 20 à 30 litres par minute. Quatrièmement, le taux de débit réglé sur le HFT doit essayer de répondre ou d'être supérieur à la demande inspiratoire du patient. Ou pour finir, le flux inspiratoire ou la demande de flux inspiratoire augmente pendant la détresse respiratoire. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui est faux dans cette déclaration? S'il vous plaît, répondez dans le chat ou bien directement sur le sondage. Je vois B. B est incorrect. Beaucoup répondent B, je vois. Et dans le sondage, c'est pareil. C'est toujours B qui est incorrect. C'est une très bonne question, je trouve. Je vais fermer ceci. Donc, effectivement, 67% ont répondu B comme étant incorrect. Oui, effectivement, c'est la réponse qu'il fallait. C'est correct pour l'incorrect, d'accord? OK. Shelley, c'est une question importante parce que si B est incorrect, ça veut dire que toutes les autres options sont correctes. Ça veut dire qu'on peut demander au prestataire d'utiliser le taux respiratoire pour estimer donc le réglage initial du débit et aussi C, comme vous avez dit, l'aspiration d'un adulte nécessite 20 ou 30 litres par minute. Vous, qu'est-ce que vous mettez pour commencer, Shelley, pour réglage? Eh bien, 40 litres, parfois 60 litres, ça dépend des appareils. On veut, en fait, on veut aller au-delà ou au moins répondre à leurs besoins. D'accord. En fait, de toute façon, la demande est supérieure puisqu'ils sont en détresse. Et donc, moi, normalement, je commence à 30 et puis je regarde le patient. Je regarde le degré de détresse. Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'ils sont plus confortables? Et puis après, je juge selon. Oui, c'est-à-dire, vous regardez la respiration et le taux de respiration. C'est ça. Je commence à 30 litres, je les observe, j'observe le patient et puis 40, c'est un bon début, je trouve, 40 litres. D'accord. Alors, vous les surveillez par rapport à leur amélioration et tout le monde fait ceci, évidemment. Dès que vous les mettez sur HFT, s'ils n'ont pas d'amélioration au niveau des deux choses, est-ce que si vous êtes au maximum débit, disons, et il n'y a pas d'amélioration, alors il faut passer à autre chose. Au niveau, vous pouvez essayer la ventilation ou alors l'intubation. La VNI ou l'intubation. Est-ce que vous voulez nous aider avec la prochaine question? Oui. Alors, les prochains scénarios. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire progresser le traitement
en passant de HFT ou vers ou bien la VNI ou bien l'intubation avec ventilation mécanique. Donc, parmi les scénarios suivants. Alors, A, le taux respiratoire ne se corrige pas ou ne se stabilise pas malgré recevoir un haut débit. La pression partielle de patients de carbone reste toujours élevée ou s'empire sur la gazométrie malgré avoir reçu de hauts taux sur l'appareil HFT. C, le SPO2 ne se corrige pas ou ne se stabilise pas malgré avoir reçu un haut FiO2 sur l'appareil HFT. D, le PaO2 ne se corrige pas ou ne se stabilise pas malgré avoir reçu un haut FiO2 sur l'appareil HFT. Ou bien E, toutes les réponses dessus devraient donc mener à une progression du traitement sans tarder. OK. Tout le monde a dit à 100%. Et c'est fantastique, je suis absolument d'accord. Merci. Donc, c'est le retard, si vous ne progressez pas vers le retard d'une progression, c'est très important, oui. Si vous voyez que vraiment le patient s'empire, il faut agir sans tarder et progresser au traitement supérieur, à un appareil différent ou supérieur. On va demander à Freddy de nous aider avec notre prochaine question. Docteur Freddy, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Alors, parlez-nous du prochain thème. D'accord. Alors, on veut parler de l'index ROX. Comment ça peut aider les médecins ou les prestataires de services? C'est très intéressant, c'est très utile, je trouve. Dr. Oka a écrit un article. Effectivement, ça nous amène ici à un calculateur. Vous voyez l'index ROX pour l'intubation. Alors, Dr. Oka, il a essayé de guider les cliniciens pour quel type de patient a un haut risque. D'avoir une intubation. Donc, dans l'article, le docteur a commencé avec une canule à haut débit et puis ajustement à 2, 6 et réévalué à 2, 6 et 12 heures. Et ces patients avec des scores bas ont été classifiés comme haut risque et dans la gamme indéterminée entre 3,85 et 4,87. Ceux-ci ont été réévalués parce que ils étaient dans une gamme indéterminée, dans une fourchette indéterminée. Et ils ont été réévalués 2 heures plus tard. C'est très important, ceci. Ceci est utilisé après la canal nasale à haut débit utilisée et pendant la réévaluation. Ça peut aider donc à savoir quels patients ont besoin donc qui sont placés sous canule doivent passer à l'intubation. Alors, index plus élevé est meilleur et suggère une meilleure saturation d'oxygène. Donc, ils ont fait aussi un calcul simple avec des différentes variables
par rapport à l'échec hypoxémique. Donc, c'est très utile. Ce patient, par exemple, il avait, vous voyez, un taux respiratoire de saturation de 95%. Oui, je vais l'écrire. Non, pas de problème. 90, on peut écrire même. 90%. Et puis la fraction FiO2 de 100%. Le taux respiratoire, 35. Donc, regardez le calcul. L'index est de 2,57 points. Ça, c'est donc un patient de haut risque de échec. Intubation devrait être considérée rapidement. Magnifique. Merci beaucoup, docteur Freddy. Ça, c'est une des manières pour les travailleurs de la santé d'identité donc l'échec avec la HFT et vous pouvez passer à un autre traitement, comme vous voyez. Alors, regardons Monsieur G. Il est toujours en HFT, mise à jour de son cas. On a fait l'index ROX avec lui et ça dit qu'il ne fait pas il s'en sort pas très bien. Donc, on essaye maintenant de faire la ventilation non invasive sur lui. Donc maintenant, notre prochain thème, c'est la ventilation non invasive par pression positive. Et je vais toujours souligner que c'est une intervention qui peut encourager effectivement des infections, surtout aériennes. Alors, il faut absolument avoir des équipements de protection. Quels sont les objectifs de changement de pratique? Eh bien, nous allons voir pour cette ventilation VNI, quelles sont les indications, les recommandations, les avantages et les inconvénients. Alors, tout d'abord, la première question, quelle est la différence entre la VNI, VNI, CPAP et BIPAP? Et ça, c'est une question qui vient souvent et il y a un peu de confusion. Si on clique là-dessus, sur la question, regardez, vous avez la VNI. Vous pouvez aller sur opencriticalcare.org, c'est très intéressant. Quelle est la différence entre VNI, VNIPP, CPAP et BIPAP? Oui, c'est vrai, c'est pas facile. En fait, je vais les lire, c'est très bien écrit. Vous voyez, la CPAP, c'est la pression aérienne positive continue. Et ces appareils, ils donnent une pression constante avec un masque facial ou un ventilateur, par exemple, pour essayer donc d'ouvrir les voies aériennes. Et ça peut donc augmenter la pression intrathoracique. Et le CPAP, il donne donc pas de problème de la ventilation, etc. Mais la VNI, la ventilation non invasive, ou bien le NIPPV en anglais, ça s'applique à deux niveaux de pression pendant le cycle respiratoire. Une pression pendant la phase inspiratoire qui est plus grande que la pression appliquée pendant l'expiration. Effectivement, c'est la ventilation mécanique et ça peut aider les muscles respiratoires et donner donc un soutien respiratoire. Et le BIPAP, c'est la pression respiratoire positive bilevel. C'est donc un nom commercial de Philips qui l'a donné. C'est une certaine compagnie comme Philips qui a donné ce nom de BIPAP, c'est tout. Ah, magnifique, merci beaucoup. D'accord. Donc, le soutien de VNI peut être utilisé chez les patients qui ont des échecs respiratoires chroniques ou aigus. On veut parler effectivement de la MPOC, vous savez, ou l'hypoventilation d'obésité, mais on ne va pas discuter de ceci pendant cette session. On va parler juste des MPOC. Donc, je vais vous montrer une autre
vidéo sur la ventilation non invasive. Alors, je m'appelle Nick et on va regarder donc la CPAP et la ventilation non invasive ou la BPAP, différents noms, ou la CPAP même en fait. Alors, la CPAP, ça garde la pression positive d'une respiration spontanée dans les poumons d'un patient. Cette pression permet aux petites voies respiratoires de rester ouvertes et permet un échange gazeux supplémentaire en recrutant des zones des poumons qui seraient autrement endommagées. Un masque typique est appliqué sur le visage du patient pour créer de l'air scellé et l'oxygène peut ainsi circuler à haut débit par ce circuit créé. Le patient expire par une valve qui se ferme quand la pression désirée est réalisée. Cette pression créée par la valve est connue comme PEEP, PEP, positive, pression expiratoire positive. C'est ce qui se passe à la fin de l'expiration. Il y a différents types de masques. Masque oral, masque nasal, masque facial entier et puis une cloche CPAP. Les cloches CPAP sont très utiles pour les œdèmes pulmonaires, cardiogènes aigus et les défaillances cardiaques congestives. En termes simples, la pression positive pousse le fluide à l'extérieur des poumons et vers la circulation et empêche le fluide supplémentaire de revenir dans les poumons. Les cloches peuvent être utilisées en cas de pneumonie, l'apnée du sommeil et la télectasie. Donc, qu'est-ce que la ventilation non invasive? Parfois, le fait de garder les alvéoles ouvertes n'est pas suffisant, surtout si le patient a une défaillance respiratoire de type 2 et commence à garder le dioxyde de carbone. Pensez à ces nombreuses ventilations à CPAP sans lésing. Donc, si la ventilation est utilisée pour augmenter la taille de chaque respiration prise par le patient, ceci donne une assistance derrière la respiration qui augmente la taille et donc réduit les niveaux de dioxyde de carbone en repoussant le CO2. C'est utile dans des cas de MPOC exacerbé et post-excavation lors des soins intensifs. Des réussites ont été rapportées auprès des patients asthmatiques et d'autres patients d'autres cas respiratoires où il y a une réticence de sédater des patients intubés et ventilés à cause de facteurs de risque existants. Comment la ventilation fonctionne-t-elle? Un masque donc est apposé d'une manière bien scellée au patient, mais cette fois-ci, le patient respire dans un ventilateur mécanique. Sur le ventilateur, deux pressions sont réglées. D'abord la PEP, pression expiratoire positive, similaire à celle utilisée avec CPAP, alors qu'avant, ceci empêchait le patient de s'effondrer. Deuxièmement, la pression qui crée la poussée, c'est la pression inspiratoire qui augmente la taille de chaque respiration ou volume courant. Plus il y a de pression, plus grande est la poussée, plus grand est le volume courant. Imaginons qu'on règle le PEP à 10 cm d'eau. La pression dans les poumons du patient ne descendra pas au-dessous de ce niveau. C'est maintenant la pression de baseline, en fait. Et imaginons qu'on règle la pression expiratoire à 15 cm d'eau. Notez que la pression inspiratoire est ajoutée en plus du PEP. Quand le patient prend une respiration, ceci entraîne le début du ventilateur et ça augmente la pression jusqu'à ce que la pression inspiratoire soit réalisée. Une fois que ceci est fait, la valve expiratoire s'ouvre, la pression diminue et le patient expire passivement jusqu'à ce que la pression descende au niveau du PEP où la valve se ferme pour maintenir la pression. La pression inspiratoire peut être ajustée jusqu'au volume courant désiré, normalement 6 à 8 000 par kilogramme. En plus des pressions dans la VNI et la CPAP, les niveaux d'oxygène doivent être réglés. On l'appelle souvent le FiO2 ou fraction d'oxygène inspiré.
le FiO2 est exprimé en fraction. Alors, 100% d'oxygène est exprimé comme FiO2 de 1 et 21% d'oxygène est exprimé en FiO2 de 0,21. OK, on s'arrête là et si vous n'êtes pas contre, docteur Julia, je vais vous demander de nous aider avec cette prochaine question. D'accord. Alors, il y a deux états qui amènent à l'échec respiratoire aigu chez les adultes et qui ont de grandes propriétés, qui a de grandes preuves d'avantage de la VNI. Donc, est-ce que c'est l'exacerbation aiguë de MPOC et aussi il y a l'œdème pulmonaire cardiogène aigu. Donc, ça dépend. Vous voyez, pour le MPOC, il y a le bilévol qui est préféré, une mortalité réduite, je dois dire, des taux réduits d'intubation et une longueur réduite de séjour en hôpital. Pardon. Pour le pulmonaire cardiogène aigu, eh bien, la CPAP est préférée, l'intubation est réduite, la dyspnée est réduite et la mortalité aussi est réduite. Donc, c'est mieux pour le patient. Au niveau de la dyspnée, effectivement, la mortalité est réduite. Alors, on utilise la VNI pour d'autres situations, bien sûr, mais ce n'a pas été montré pour améliorer la mortalité, je dois dire. Pourtant, on soupçonne que ça a beaucoup d'avantages. En tout cas, nous avons donc des preuves d'avantages pour ces deux maladies-là, la MPOC et l'œdème. J'ai une question aussi pour vous. Donc, quand vous vous enregistrez pour la session, vous pouvez donner des questions. Et la plupart des questions, elles ont été déjà exprimées, mais il y a une question dont on n'a pas parlé et je me demandais si vous pouvez m'aider avec ceci. C'est le CPAP, la cloche CPAP. J'ai utilisé les masques, etc. et le masque intégral. Je n'ai pas jamais utilisé la cloche CPAP. Donc, mon expérience a été limitée parce que ce n'est pas disponible dans les institutions où je travaille. Mais j'ai cette question pour vous. Est-ce que vous avez donc des expériences avec cette cloche CPAP? Moi non plus, je ne l'ai pas dans mon institution. Je l'ai juste vu dans une démo. Je ne l'ai jamais vu en réel. Mais j'ai entendu dire que ça marche très, très bien. C'est beaucoup plus confortable pour le patient. C'est beaucoup mieux pour le patient, c'est plus tolérable, mais sauf si vous êtes un peu confus, si vous êtes un peu en délire, effectivement, ça c'est horrible d'avoir cette cloche sur la tête, évidemment. Les patients paniquent s'ils ont des problèmes de délire. Mais sinon, à part ça, paraît-il, c'est vraiment mis au niveau du confort pour le patient, si c'est toléré. D'accord. Et la pression avec cette cloche, vous savez, vous connaissez les chiffres? Non, moi non plus, je ne connais pas les chiffres. Moi non plus, je n'ai pas de chiffres pour la cloche CPAP au niveau de la pression. Je n'ai pas d'expérience avec les cloches. Mais on dirait que les résultats dans certaines études sont meilleurs que si on a le masque. Mais il nous faut encore plus de preuves, je dois dire. Ce n'est toujours pas disponible au Rwanda, j'imagine. Et en fait, Jean-Claude le dit, pas disponible la cloche au Rwanda. Un autre avantage, c'est que ça contient des aérosols. Donc, s'il y avait une infection virale qui mènerait donc à une aérosolisation, ça serait plus protecteur, il me semble. C'est juste, j'essaie de deviner là-dessus, mais je ne sais pas. Je vais demander à mon collègue Rediette
de parler de contre-indication à la VNI. Ah, rebonjour. Contre-indication à la ventilation non invasive. Eh bien, il y a des contre-indications qui sont absolues, vous voyez, je dois dire. Il y en a qui sont relatives de contre-indications. Pour les contre-indications absolues à cette ventilation, c'est quand il y a un besoin urgent pour l'intubation et la ventilation mécanique, par exemple arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire. C'est-à-dire que la personne ne peut pas se mettre sur ventilation non invasive. Deuxième, qui est une contre-indication relative, inclut la chirurgie faciale ou neurologique, un traumatisme ou les déformités, c'est-à-dire un masque ou un appareil n'est pas convenable pour le patient. Il y a aussi donc les saignements gastro-intestinaux qui peuvent intervenir avec les voies respiratoires. Donc ça, c'est aussi une contre-indication ou des vomissements ou bien l'encéphalopathie, un besoin pour une ventilation mécanique prolongée, incapacité de coopérer, de protéger les voies respiratoires. Et ça, si donc le patient n'est pas coopératif, ou bien il y a ne peut pas éliminer les sécrétions. Donc les voies ne sont pas protégées et donc ce ne sera pas le bon choix pour ce patient. Et si aussi il y a les voies respiratoires qui sont obstruées, ça ne va pas être le bon choix, la VNI. Il va vraiment pouvoir clarifier, donc essayer donc de libérer les voies respiratoires pour pouvoir envoyer l'oxygène, évidemment. Magnifique. Merci infiniment. Donc, les patients qui donc ont un échec et puis s'ils sont à haut risque d'échec et ils ont toutes ces contre-indications, peut-être il faut faire carrément l'intubation alors ou la ventilation mécanique. Qu'en pensez-vous? S'ils ne peuvent pas supporter la VNI. D'accord. On a un autre cas. Monsieur G est placé sur la ventilation non invasive pendant 1 heure avec la ventilation de soutien de 15 et un PEP de 5. Son FiO2 est réglé à 100%. Son taux respiratoire reste à 35 respirations par minute. Il apparaît fatigué et il est affalé sur le lit et il ne se lève que pour vraiment trembler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du soin? Quelle est la meilleure étape, étape thérapeutique pour Monsieur G? S'il vous plaît, répondez dans le chat. Donc, comment on peut donc régler son hypoxémie? Très bien. Intubation. Alors, vous, les panélistes, que pensez-vous des réponses de nos participants? Tout le monde dit bravo. Personne ne perd de temps. C'est bien, vous ne perdez pas de temps. Intubation, intubation tout de suite. Bravo. D'accord. Alors, il y a, il y a différentes donc, appareils de VNI. Si vous voulez plus de renseignements pour le CPAP ou pour les VNI, vous pouvez aller sur opencriticalcare.org pour les différents appareils. Regardez, vous allez voir. Ça vous donne des descriptions de différents types de masques et de circuits, vous voyez, pour pouvoir les mettre en place aussi. Eh bien voilà, on est à la fin de notre session pour la première fois. On est à l'heure. Je n'arrive pas à y croire. C'est magnifique. Et la meilleure moyen, donc, c'est vraiment le meilleur
chose dans la vie, a dit Gandhi, c'est de vous perdre dans le service des autres. Merci à tout le monde, merci à tous nos panélistes, nos participants pour avoir été présents. Donc, nous avons couvert la HFT et la VNI. Sur la VNI, vous savez, ça dépend donc du masque. Si vous avez un masque comme ça, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'air, sinon ça ne sera pas bien scellé et les résultats vont être affectés. Pour ceux qui ont utilisé CPAP ou les masques VNI sur nos patients, on a vu ceci quand ça ne marche pas. Essentiellement pour que cette pression soit traduite dans les poumons, ce scellement sur le masque doit être intact. S'il y a une fuite, ce n'est pas possible. Ça va être mal transmis dans les voies respiratoires et vers les poumons. Tout à fait. Vous avez très, très bien dit. C'est vrai. Donc, bien sceller le masque. Est-ce que nos pénalistes ont d'autres commentaires sur ces interventions thérapeutiques? On va finir avec un petit sondage sur nos traducteurs. Eh bien, par rapport aux vidéos, je dois dire que l'anglais était très, très rapide. Donc, si les interprètes n'étaient pas parfaits, vous devez leur pardonner, s'il vous plaît. Et merci à tous nos apprenants, merci aux panélistes et aussi à nos participants de ECHO et merci pour oui, nos partenaires ECHO. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Ah, deux choses avant de partir. Toute la documentation partagée aujourd'hui est disponible dans le centre de ressources et vous savez comment y accéder. On vous l'a montré au début, mais je vais remettre à nouveau le lien dans le chat. On donne aussi des certificats de présence. Pour avoir votre certificat de présence, vous devez remplir le petit sondage et tous les documents liés au sondage est aussi disponible. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Dr Anna pour avoir organisé la session. Merci à nos panélistes et merci pour les partenaires ECHO.